Il a longtemps été le symbole de la puissance de la nature, le loup. Et au Moyen-Âge, il est diabolisé, pourchassé et massacré. Aujourd'hui, ses formidables capacités fascinent le monde scientifique. Peu d'animaux font l'objet d'autant d'études et de recherches en Europe. Nous savions que les loups pouvaient parcourir de très longues distances. En les suivant à travers l'Europe, nous avons été surpris de constater qu'ils n'hésitaient pas à passer par des zones densément peuplées. Ceci est l'histoire de 3 extraordinaires loups voyageurs. Slavko. Il part de Slovénie et traverse les Alpes autrichiennes pour arriver jusque dans le nord de l'Italie. Il parcourt ainsi plus de 1000 kilomètres. Un spécialiste slovène du loup gris suit sa trace jusque dans le parc naturel régional de Lessinja. Un deuxième loup voyageur, baptisé Alan, part d'Allemagne orientale. Au cours de son expédition, il traverse routes et rivières pour atteindre la frontière biélorusse, après un périple de 1500 km. Cette odyssée est suivie de près par une biologiste allemande. Le troisième grand aventurier s'appelle Ligabue. Il abat 1000 km pour rejoindre les Alpes françaises depuis Parme, dans le nord de l'Italie. C'est une biologiste italienne qui suit ses déplacements. Mais qu'est-ce qui peut motiver des loups tels que Slavko, Alan et Ligabue à entreprendre d'aussi longues migrations ? Autrefois, le loup vivait partout en Europe, sous les latitudes clémentes du sud comme celles glaciales du nord. C'était le prédateur le plus répandu. Avec le développement de l'élevage, il est devenu un concurrent pour l'homme et l'invention des armes à feu a signé son arrêt de mort. Au XIXe siècle, il a fait l'objet d'une extermination systématique. Menacé de toutes parts, il a dû fuir toujours plus loin, jusqu'aux frontières du continent. Le dernier loup d'Allemagne a été abattu en 1904, après avoir parcouru la Lusace, dans l'est du pays, pendant plus de 4 ans. Le 27 février de cette année-là, une équipe de 18 chasseurs accompagnés de rabatteurs est sur les traces de celui qu'on surnomme le tigre de Sabroth. Ils sont déterminés à supprimer une fois pour toutes cet animal qui tue leur bétail, les cerfs, les chevreuils et les sangliers. Et cette fois, ils réussissent bel et bien à piéger le loup. Avec la mort du tigre de Sabroth, le loup a disparu des forêts allemandes. Cent ans plus tard, des pièges photographiques attestent que le seigneur des forêts est réapparu. Des vidéos filmées par des particuliers le confirment. Venus principalement d'Europe du Sud et de l'Est, ces loups cherchent à gagner l'Europe centrale et doivent pour cela traverser des zones accaparées par l'homme. En février 2015, un jeune garde forestier tombe sur une bande de loups dans la lande de Lunebourg, une région du nord de l'Allemagne. Le retour des loups dans bon nombre de leurs anciens lieux de vie en Europe est un phénomène des plus passionnants pour les défenseurs de la nature. Les raisons de ce retour sont multiples.
Mais il s'explique en grande partie par le fait que les loups ont une faculté d'adaptation exceptionnelle. Ils peuvent s'accommoder d'un vaste éventail de conditions écologiques. Filmer ces bêtes sauvages en liberté relève de l'exploit. C'est donc avec des loups apprivoisés par Zoltán Orkai, un dresseur de renommée internationale, que nous reconstituerons les périples de nos 3 grands migrateurs. Si vous voulez travailler avec un loup comme celui-ci, il faut avant tout gagner sa confiance. C'est fondamental. Les animaux doivent avoir confiance en vous. Ce n'est qu'une fois qu'ils sont confiants et qu'ils vous aiment que vous pouvez commencer à travailler avec eux. Zoltán doit toujours garder le rôle du dominant dans son rapport avec ses loups, y compris dans des situations extrêmes. Et surtout, le leur montrer régulièrement. Il connaît très bien ses animaux et les capacités de chacun d'eux. On a décidé de faire jouer le rôle de Ligabue à Volko, parce que ce rôle semble fait pour lui. Il doit notamment traverser une autoroute très fréquentée. Et c'est une chose pour laquelle Volko est très doué, car il n'a absolument pas peur des voitures ni de la circulation. L'itinéraire de Ligabue a pu être défini très précisément grâce aux données recueillies à partir du 24 février 2004, quand le jeune mâle, alors âgé de 10 mois, se retrouve à un embranchement d'autoroute près de Parme, en Italie. L'intrépide animal est grièvement blessé, mais il est sauvé par une âme charitable. La biologiste Francesca Marucco connaît tous les détails de son histoire. Nous la suivons sur les lieux de l'accident. Elle y a rendez-vous avec la femme qui s'est arrêtée pour porter secours à Ligabue. La voiture venait de là-bas et le loup d'ici. Ils n'ont pas dû se voir. Le conducteur a cherché à éviter le loup. Mais le loup, en voulant passer de l'autre côté, s'est retrouvé devant la voiture et s'est fait renverser. Ligabue sur la table d'opération. Sa patte avant gauche est blessée. Le vétérinaire voit à sa grosse tête et à ses petites oreilles qu'il s'agit d'un juvénile. Les spécialistes italiens des loups ne se font pas attendre. Ils emmènent Ligabue au parc national des Apennins toscano-émiliens pour le soigner. Désireuse de savoir comment le jeune loup s'est comporté après son sauvetage, Francesca se rend sur place avec le biologiste et le vétérinaire qui s'était occupé de lui. On est arrivé? Mario, c'est bien ici? Oui, c'est là-haut. Où l'aviez-vous mis? Dans cette maisonnette en pierre. Vous surveillez son état régulièrement? Oui, une fois par jour. C'est peu. Il est resté tout le temps enfermé là-dedans?
Oui, il était ici. Dès qu'il entendait quelqu'un approcher, il se figeait. Mais si on restait à une certaine distance et qu'on tendait l'oreille, on l'entendait bouger et sauter dans tous les sens. Il essayait de sortir. Il grattait, il grimpait au mur, il tentait de s'échapper par tous les moyens. Mais dès qu'on ouvrait la porte, il se tapissait dans un coin, la tête contre le mur et il ne bougeait plus. Des tests génétiques ont révélé que l'Igaboué venait du parc régional du Haut-Appennin modénais, à quelques 100 km de là. 2 semaines plus tard, la patte blessée est guérie. Avant de remettre l'animal en liberté, il est équipé d'un collier GPS. Il devient ainsi le premier loup suivi par télémétrie en Europe. On a demandé aux scientifiques de suivre le déplacement des loups à travers l'Europe. Pour ce genre de travail, nous utilisons ce bel appareil, un collier émetteur dont nous équipons l'animal. Le dispositif se sert du réseau satellite pour géolocaliser le collier du loup et transmet ensuite l'information à nos ordinateurs, ce qui nous permet de retracer ses déplacements à petite et à grande échelle. Grâce aux recherches effectuées depuis 2004, dont notamment des analyses génétiques, on peut chiffrer assez précisément la population de loups en Italie. Alors qu'il n'était plus qu'une centaine dans les Abruzzes il y a de cela 40 ans, on estime que le pays en abrite aujourd'hui environ 1500. La plupart vivent sur les hauteurs des Apennins, qui s'étendent de la Calabre jusqu'aux Alpes. 8 bandes de loups évoluent au sein du parc national des Apennins toscano-émiliens. C'est là que l'Igaboué est relâché dans la nature le 11 mars 2004. Le parc national des Apennins toscano-émiliens abonde en gibier. Un terrain de chasse idéal pour les loups, dont les chevreuils et les cerfs sont les proies préférées. Il leur arrive aussi de manger des lièvres pour combler leurs besoins alimentaires, qui varient de 2 à 5 kilos de viande par jour. L'Igaboué n'attaquera pas seul un sanglier. Le risque d'être blessé est trop élevé. Les loups vivent généralement en meute, auquel cas ils ne sont jamais seuls. Mais lorsqu'ils parcourent de longues distances en solitaire dans des territoires inconnus, ils risquent leur vie chaque jour. Ils traversent des routes et ils chassent tout seuls, y compris de grosses proies. Ils prennent beaucoup de risques, notamment lorsqu'ils se retrouvent seuls face à une meute de loups qui peut les tuer. Un mois après avoir été remis en liberté, l'Igaboué arrive à la Spezia. La faim le pousse à dompter sa peur et à se rapprocher des zones habitées. Lorsqu'ils rencontrent leurs cousins domestiqués, les loups reconnaissent en eux des congénères. Loups et chiens sont à même de communiquer. Et il n'est pas rare que des accouplements aient lieu. Quand un loup s'accouple avec un chien, 2 patrimoines génétiques se mélangent. Celui du loup, un prédateur redoutable ayant survécu à des millions d'années de sélection naturelle, et celui du chien, créature issue de milliers d'années de sélection artificielle par l'homme pour en faire un compagnon idéal. Le résultat est problématique. On appelle les petits issus de ces unions des hybrides. Ils peuvent ressembler à ceci, un animal étrange, un peu loup, un peu chien. Or, ces hybrides peuvent constituer un grand danger pour l'espèce, car à terme, ils pourraient dénaturer définitivement son identité génétique telle qu'on la connaît. Une mutation d'un autre genre intervient dans le mythe du loup-garou, créature diabolique mi-homme, mi-loup. Ce mythe remonte au Moyen-Âge. Ainsi, en 1589, un paysan du village d'Éprates, dans l'ouest de l'Allemagne, est jugé par le tribunal de l'Inquisition. Cet homme est accusé de se transformer en loup la nuit et d'avoir tué des hommes,
des femmes enceintes et plus d'une douzaine d'enfants. Dont son propre fils. Les villageois avaient organisé une battue et la légende veut qu'ils aient réussi à couper une patte au loup meurtrier avant qu'il ne leur échappe. Le lendemain, lorsqu'ils suivent ses traces jusqu'à la ferme d'un certain Peter Stump, celui-ci a une main en moins. Sous la torture, l'homme qui souffrait sans doute d'un trouble psychique avoue se transformer en loup et ressentir un besoin irrépressible de chair humaine. Il finit sur le bûcher avec sa femme et sa fille. La fumée rejetée par la centrale thermique de Boxberg rappelle-t-elle sans cesse cette histoire aux gens de la Lusace? Toujours est-il que les loups continuent à y incarner le mal. Et ce, malgré la diffusion de vidéos qui ont été filmées dans les environs où l'on peut voir des loups mener une vie de famille paisible. En 1998, ils réapparaissent justement là où le tigre de Sabroth, le dernier d'entre eux, s'est fait tuer un siècle plus tôt. C'est ici que commence l'histoire d'Alon, le deuxième loup migrateur. Ilka Reinhardt l'a suivi de près avec son chien Jacques, un parfait pisteur. Quand on observe l'évolution de la population des loups en Allemagne, on constate que très souvent, les premières bandes à peupler une région s'installent dans des zones d'entraînement militaire. D'abord réapparus en Lusace, les loups ont ensuite été repérés plus à l'ouest, dans le Brandebourg et la région berlinoise en l'an 2000. 7 ans plus tard, des loups ont rejoint les régions du nord de l'Allemagne. « 30 à 40 bandes de loups vivent actuellement dans ce pays. Les biologistes allemands ont constaté que la propagation de l'espèce dans le pays suivait un schéma séculaire. Les jeunes loups qui grandissent au sein d'un territoire donné, comme cette zone d'entraînement militaire quasi déserte, s'émancipent à l'âge de 10 à 22 mois et s'en vont former une nouvelle meute dans le voisinage. C'est dans cette clairière sablonneuse qu'Alon est repéré en 2008. En grandissant, le louveteau se distinguera nettement de ses frères et sœurs par son comportement. Voilà ce qui a été le terrain de jeu du petit Allen. C'est ici qu'il a joué avec ses frères et sœurs. C'était une portée de 8 louveteaux. Ils s'amusaient ici toute la journée. Les louveteaux adorent les espaces dégagés. Et le soir, leurs parents venaient les chercher pour les nourrir. Alon et ses petits compagnons se préparent à leur future vie de chasseurs en batifolant. Rien ne laisse encore présager que l'un de ces louveteaux s'en ira un jour explorer des horizons lointains. Alon fournira aux scientifiques des données qui apporteront un nouvel éclairage sur le retour des loups en Europe centrale. Son histoire a passionné Ilka, qui travaille au Loupus, un centre de recherche sur les loups. Lorsqu'elle traverse le territoire des loups, le souvenir d'Alon est partout.
Il y a des empreintes de loup toutes fraîches. C'est ici que nous avons équipé Alan d'un collier émetteur le 13 mars 2009. Le louveteau a alors 10 mois et pèse 31 kilos. L'Office fédéral pour la protection de la nature nous a demandé de munir 6 loups d'émetteurs. Alan était parmi eux. C'est un louveteau en pleine santé et déjà très puissant. Avant de recevoir son collier GPS, Alan est dûment examiné, pesé et mesuré. Au bout de 2 ans, ses 2 chevilles sont éjectées. Cela permet au collier de s'ouvrir et de tomber. L'animal n'est donc pas condamné à le porter toute sa vie. Il sert la science pendant 2 ans, puis il en est débarrassé. Le 25 avril 2009, Alan prend le large sans crier gare. Il quitte le territoire de ses parents et met le cap vers le nord. Poussé par un fort instinct migratoire, il se lance dans une formidable odyssée. Avoir doté cet animal d'un collier émetteur est une chance inouïe pour les chercheurs. C'est la première fois qu'Alan est entièrement livré à lui-même. Comme pour son congénère italien Ligabue, l'un des grands défis qu'il devra relever sera de parvenir à chasser en solitaire. Une biche adulte satisferait sa faim pendant plusieurs jours. Mais un jeune loup d'à peine 1 an n'a aucune chance face à une proie de cette taille. De son côté, Ligabue sillonne l'Italie du Nord. Au début, sa trajectoire est plus hésitante que celle d'Alan. Pendant les premières semaines, il reste dans le parc national des Apennins toscano-émiliens. Puis il se dirige vers la Méditerranée et atteint le mont Ebro, après une trotte de 400 km. Culminant à 1700 mètres, c'est le 2e plus haut sommet des Apennins liguriens. Il est connu pour abriter des loups. Grâce aux données transmises par son collier GPS, on connaît précisément les lieux où Ligabue a séjourné. Voilà. Nous sommes à l'endroit exact où Ligabue s'est arrêté il y a une 12aine d'années. De fait, c'est un lieu idéal pour les loups. En principe, ils utilisent ce genre de site pour marquer leur territoire. Et pour Ligabue, c'était le passage entre les Apennins de la région de Parme et les Alpes. Sa course vers le nord-ouest oblige Ligabue à traverser régulièrement la jungle urbaine. Dans ce monde construit par l'homme pour l'homme, il se heurte partout à des obstacles. Autoroutes, clôtures. La volonté d'aller de l'avant doit être très forte pour que le loup ne renonce pas dans ce dédale aux 1000 dangers. Même un marcheur expérimenté est parfois obligé de parcourir des kilomètres pour trouver un passage adéquat. Ligabue, lui, utilise les tunnels et de petits ponts. Le trafic routier reste l'une des grandes causes de mortalité chez les loups d'Europe.
et en particulier chez les grands voyageurs. D'après l'Institut de recherche Leibniz, 77 loups ont été tués entre 2000 et 2015 sur les routes allemandes. Alon doit lui aussi traverser des zones que l'homme a fait siennes en filant de la Lusace jusque dans l'ouest de la Pologne. Il passe tout près de petits villages, mais aussi de grandes villes. Selon les renseignements fournis par le collier émetteur, Alon dort généralement le jour et se déplace la nuit. En 4 semaines, il abat 500 km et atteint la Vistule près de Malbork, un nouvel obstacle de taille. Il casse Iran avec son chien. Elle veut se faire une idée de l'endroit où Alon a traversé le fleuve. Elle s'oriente grâce aux données GPS. Il était à cet endroit précis. Génial, non? Et d'ici, il a dû prendre le chemin qui passe par là-bas. Je vais aller voir. Mais Jacques n'a pas particulièrement envie de pister de loups en ce moment. Jacques, viens par ici. On va voir s'il y a un passage. On dirait qu'il y a un sentier. Ce serait donc ici qu'Alon aurait cherché à traverser la Vistule en mai 2009. La biologiste se demande encore ce qui motivait le loup. C'est comme si ces animaux avaient un moteur interne. Ils veulent aller d'un point A à un point B, et même s'ils ne connaissent pas ce point B, ils sont fermement décidés à y arriver. Ils n'ont bien sûr ni GPS ni rien. Alors ils se heurtent régulièrement à des obstacles, comme ce large fleuve. Mais qu'à cela ne tienne, ils cherchent un moyen de le traverser et le trouvent. Le 17 mai, Alon se risque à traverser la Vistule, large de 400 mètres à cet endroit. Après tout, les loups sont d'excellents nageurs. Son instinct le pousse à aller toujours plus à l'est. Ilka et Jacques rejoignent à leur tour l'autre rive. Qu'est-ce que c'est? Des vagues? Ça t'intrigue, hein? Le capitaine s'avère être un grand connaisseur des loups. On voit souvent des loups par ici. J'en ai moi-même vu 3 ou 4. C'était une louve avec ses petits. Ils nageaient dans la Vistule eux aussi. Selon les données GPS, 4 heures après sa traversée du fleuve, Alon était déjà 13 km plus à l'est, dans les terres agricoles de Masurie. Dans un troupeau, les loups choisissent toujours l'animal le plus facile à vaincre. Mais ces moutons sont protégés par une solide clôture électrique. De façon générale, les loups évitent de s'approcher de l'homme. Pendant les siècles où celui-ci les a pourchassés, ils ont appris à le considérer comme leur pire ennemi. Mais lorsque la faim est trop grande, ils sont prêts à prendre les plus grands risques. Depuis la Vistule, Alon abat environ 500 km en l'espace de 4 à 5 semaines pour rejoindre l'extrême nord-est de la Pologne. Une nuit de juin 2009, il fait halte à proximité de quelques maisons en périphérie d'Elk.
Il semble qu'il soit passé précisément par ici. Il y a une maison à 30 mètres. Je pense qu'il a suivi la voie ferrée en s'éloignant de la ville. Donc dans cette direction. C'est passionnant. La plupart des loups de Pologne vivent dans l'est du pays, mais rares sont les habitants qui en ont aperçu. Notre grand-mère raconte qu'elle a vu un loup il y a environ 1 an. Un jour qu'elle était en chemin pour venir chez nous, elle s'est retournée et a eu une peur bleue en voyant un loup juste devant elle. C'est ce qu'elle dit en tout cas. La vue d'un loup provoque bien souvent l'hystérie. On voit encore en lui Isengrin, le héros du roman de Renard. Et quand un mouton est retrouvé éventré, la peur ancestrale des loups revient au grand galop. L'expert Luigi Boitani donne quelques conseils pratiques. Si vous rencontrez un loup dans la forêt, gardez votre calme. Dites-vous que vous avez beaucoup de chance de voir un loup dans la nature. Surtout, ne vous enfuyez pas. Si vous vous mettez à courir, il vous prendra pour une proie et il peut se mettre à vous suivre. Il est très peu probable qu'il vous attaque cependant. Ce genre d'agression n'a eu lieu que 4 ou 5 fois en plusieurs siècles dans le monde entier. C'est donc extrêmement rare. Mais ce sont des animaux curieux. Ils s'approchent des villages pour voir ce qui s'y passe. Les spécialistes italiens sont impressionnés par les incroyables distances parcourues par Ligabue. Ce loup leur fournit les premiers éléments d'une étude internationale sur le retour des loups en Europe centrale. En juin 2004, Ligabue quitte le mont Hébro et l'Apennin septentrional pour traverser la plaine du Pô sur le chemin qui le mène vers les Alpes. Le jeune loup a déjà abattu près de 900 km lorsqu'il pénètre dans le parc national du Mercantour, dans le sud-est de la France. Après avoir traversé tout l'Apennin du Nord et dépassé Coni dans le Piémont, Ligabue est arrivé en France. C'était le 8 octobre 2004. Il a alors atteint le point le plus à l'ouest de son parcours, dans les Alpes. Ligabue révèle au monde scientifique l'immense périple qu'un loup est capable d'entreprendre à la recherche d'un nouveau territoire. Les loups ont quasiment disparu de France à la fin du XIXe siècle. Un siècle plus tard, l'État français décide enfin de protéger l'espèce. Les premiers loups italiens arrivent sur le sol français en 1992. Aujourd'hui, une trentaine de bandes vivent en France, réparties entre les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. On en trouve également dans les Vosges et dans les Ardennes. Les images d'une meute entière filmée à la frontière franco-italienne font sensation. Mais si les écologistes se réjouissent du retour des loups, ce n'est pas le cas des éleveurs. Dans les Alpes, les loups comprennent vite qu'ils peuvent facilement approcher les troupeaux de moutons, pour la plupart laissés sans surveillance. Ils tuent plus de 5000 bêtes rien qu'en 2012. Le gouvernement finit par autoriser les éleveurs concernés à tirer sur les bêtes qui menacent leur cheptel ovin. Les éleveurs sont aussi dédommagés pour leurs pertes, mais ils doivent faire en sorte de mieux protéger leurs troupeaux.
Jean-Pierre Cavallo emploie des gardiens très discrets. Parmi les moutons se cachent en effet des chiens de protection des troupeaux, ou patous. En 92, il y a eu les loups qui sont retournés dans les Alpes. On est parti, je suis allé à Bari chercher des chiens de protection, les chiens à brousser, c'est parce que c'est des chiens qui travaillent encore avec, qui étaient encore dans les troupeaux. Le Montagne des Pyrénées est l'une des plus anciennes races de chiens de berger. En 2200 avant Jésus-Christ, ils étaient déjà très répandus. Ils vivent au cœur du troupeau dès leur naissance. Ainsi, ils développent des liens étroits avec les moutons. Ce rapport privilégié diminue la force du lien entre les chiens et l'éleveur. S'ils reconnaissent l'autorité de leur maître, les chiens conservent en revanche une certaine distance affective avec lui. Apparemment, le chien, il prend l'amour comme une personne. Il s'attache. On voit très bien qu'on voit l'agneau là. L'agneau, il est là. Il vient sentir le chien lui laisse le museau et il prend sa protection. Parce qu'il reste sur sa coupelle à lui. C'est le chien qui va protéger cet animal. Chaque patou, on en a 6 dans le troupeau. Chaque patou, il a 5, 6, 7 ou 10 brebis. C'est ses brebis. C'est l'amour qu'on peut apporter comme nous, un être humain, qu'on apporte un amour à une bête. Les chiots sont formés à leur mission par les chiens plus âgés et expérimentés. Cette vidéo d'une attaque nocturne de loups atteste de l'efficacité de la protection apportée par ces chiens. Quand le prédateur s'approche, les moutons reculent, paniqués. Rapidement, un chien se détache du troupeau et s'interpose entre loup et mouton. Il est vite rejoint par 2 autres chiens. En général, leur taille imposante et leur aboiement suffisent à repousser le loup. Il arrive donc assez rarement qu'ils doivent attaquer directement l'intrus. De plus en plus d'éleveurs de moutons ont recours à cette méthode de protection ancestrale. On ne plaisante pas avec les loups. Ésope l'a bien décrit dans ses fables, comme celle du garçon qui criait au loup. Elle raconte l'histoire d'un jeune berger qui, s'ennuyant sur sa colline, voulut faire une farce aux villageois dont il gardait les moutons. « Au loup! Un loup dévore le troupeau !» s'amusa-t-il à crier un jour. Les hommes du village accoururent à la rescousse. Arrivés en haut de la colline, ils se rendirent compte que le jeune berger leur avait joué un tour. Et il recommença ainsi plusieurs fois de suite. Mais quand un vrai loup surgit et se mit à dévorer les moutons, le garçon eut beau appeler, personne ne bougea. Moralité, voilà ce qui arrive à ceux qui mentent. Même lorsqu'ils disent la vérité, plus personne ne les croit. L'archétype du grand méchant loup est issu de fables et de contes très anciens. Par leur travail scientifique, les biologistes contribuent à faire tomber ces préjugés. Après sa brève excursion en France, Ligabue est retourné en Italie. Nous avons passé 4 semaines à suivre Ligabue dans cette vallée, jour après jour. Et nous avons fini par découvrir qu'il n'était pas seul. Ils étaient 2 désormais. Sa longue épopée semble récompensée. Ligabue a trouvé une compagne.
L'analyse génétique a montré qu'il s'agissait d'une louve appartenant à la population italienne. Comme il est d'usage chez les loups, Ligabue a quitté la meute de ses parents avant sa maturité sexuelle. Aujourd'hui, il est prêt à fonder à son tour une famille. Voici plusieurs semaines qu'il courtise la jeune louve. Mais alors qu'ils sont à 2 doigts de s'accoupler, l'histoire de Ligabue prend un tour tragique. L'endroit où il a choisi de s'établir avec la louve jouxte les territoires de 2 meutes de loups. C'est un triste souvenir pour Francesca. Avec la mort de celui qu'elle pistait depuis si longtemps, ses recherches s'arrêtent. C'est ici que nous avons trouvé Ligabue, le 17 février 2005. Personne n'est à même de reconstituer les faits avec certitude. Mais tout porte à croire que le jeune loup a été tué par ses congénères. Ce genre d'agression est fréquent chez les loups. Francesca et ses collègues retrouvent les restes du loup peu de temps après sa mort. Nous pensons qu'il a été tué par une meute de loups qui vivait près d'ici. C'est un comportement normal chez les loups, mais c'est tellement dommage. Ligabue avait parcouru près de 1000 kilomètres pour apporter ses gènes jusqu'ici. Et il est mort 2 semaines avant de se reproduire. Parce qu'en général, les loups s'accouplent vers le début du mois de mars. Et il avait trouvé une femelle. Il était prêt à fonder sa propre meute. Il était vraiment sur le point de le faire quand il s'est fait tuer. De tous les obstacles qu'il a rencontrés, c'est le seul qu'il n'a pas pu surmonter. Mais ça reste un bel exemple de migration et de brassage de population, en l'occurrence celle des Apennins et celle des Alpes. Le jeune loup intrépide avait bravé tous les dangers de la civilisation. Et il a fallu que ce soit ses congénères qui mettent un terme à ses aventures. De son côté, Alon poursuit son chemin vers l'est. Il traverse la ceinture forestière de l'ouest de la Pologne. Après 400 km, il arrive dans la région de Gdansk. Le 17 mai 2009, il franchit la Vistule à la nage près de Malbork. Un mois après son départ, Alon a déjà 770 km derrière lui. Il a dépassé Varsovie et le voici dans le parc national de la Biebja. Un paradis pour les animaux. Mais les données GPS semblent indiquer qu'Alon y a rencontré un problème. La biologiste Ilka Reinhardt est sur place, accompagnée de son chien Jacques. Elle inspecte les lieux où Alon a marqué une pause d'une longueur inhabituelle après avoir abattu 60 km dans la nuit du 14 au 15 juin. C'est ici, dans un rayon de 100 mètres approximativement, qu'il s'est arrêté pendant 4 jours.
On ignore pourquoi il n'a quasiment pas bougé pendant tout ce temps. Alon s'est peut-être blessé en s'attaquant à une proie trop forte pour lui. La chasse est une expérience dangereuse pour un jeune loup inexpérimenté, en particulier lorsqu'il est seul. Un sanglier le rassasierait pour plusieurs jours. Mais un loup peut se blesser grièvement à combattre un adversaire aussi puissant. Un sanglier adulte pèse entre 150 et 200 kilos. En venir à bout n'est pas une mince affaire pour un jeune loup d'à peine 40 kilos. Il en va autrement lorsque les loups chassent en meute. Celle-ci chasse le bison dans le nord du Canada. Sa stratégie est simple. Les prédateurs tournent autour des bisons jusqu'à ce que ceux-ci, énervés, se décident à bouger. Et là, les loups repèrent le maillon faible. Cette fois, c'est un bisonneau qui est pris pour cible. Les loups ne le lâchent plus. C'est alors qu'un des gros mâles du groupe terrasse lui-même son jeune congénère. En le sacrifiant, il libère le reste du troupeau de ses assaillants. Chasser un animal aussi grand que ce cerf est très dangereux pour un loup solitaire. Ça l'est nettement moins pour une meute de loups, qui peut assez facilement en venir à bout. Un loup qui sillonne l'Europe en solitaire peut rêver de chasser le cerf ou le sanglier, mais c'est trop risqué pour lui. Il lui faut donc trouver d'autres proies. La nourriture ne manque pas en Europe. Il peut fouiller les poubelles, manger des souris ou toutes sortes de petits mammifères, et parfois même un mouton. Fin juin 2009, Alon est toujours dans le parc national de la Biebja. C'est l'un des plus grands marécages d'Europe, un vrai paradis pour les oiseaux. Plus de 270 espèces viennent s'y reproduire. Des milliers de grues y passent l'été. Une cinquantaine de meutes de loups vivent dans le nord-est du pays, soit environ la moitié des 900 individus recensés en Pologne. Alon a donc de bonnes chances de trouver une femelle pour s'accoupler. Au cœur de cette contrée peuplée de loups, vit un homme qui passe beaucoup de temps à les guetter. Dariusz Karp, avec ses compagnons à quatre pattes. Dariusz est gardien du parc national de la Biebja depuis des années et connaît les lieux comme sa poche. Il y a plusieurs meutes de loups dans cette forêt et pourtant, je n'en aperçois que 2 ou 3 fois par an. Leur ouïe et leur odorat sont bien plus affûtés que les nôtres. Par conséquent, ils nous entendent et flairent notre présence bien avant que nous ne puissions percevoir la leur. Et ils gardent leur distance. Les clichés de Dariusz rendent hommage à la beauté fascinante de cet animal. Grand défenseur de la nature, Dariusz a du mal à comprendre pourquoi le loup continue à avoir aussi mauvaise presse.
loup a probablement été domestiqué il y a environ 15 000 ans. Ainsi aurait commencé l'histoire du chien, le premier animal domestiqué par l'homme. Plus tard, les débuts de l'élevage ont fait de son aïeul sauvage, duquel il fallait protéger les animaux, un ennemi juré. Depuis l'invention des armes à feu portatives au XVe siècle, le loup n'a plus aucune chance. Il est désormais, jusqu'à aujourd'hui, pourchassé de toutes parts. Ceci est un piège de fer, ou piège à mâchoire, qui a été posé par des braconniers. Je l'ai trouvé près d'ici, dans la forêt. On imagine facilement la souffrance des animaux lorsque les mâchoires se referment. Un loup qui se fait piéger se débat longuement. Il court avec le piège accroché à la patte, ou s'arrache la patte avec ses crocs pour se libérer. Depuis 1998, les loups sont très protégés en Pologne. Mais on est encore loin d'une coexistence pacifique entre l'homme et le loup, tel que Dariusz l'appelle de ses voeux. Cet animal entouré de mythes suscite des émotions diverses aux quatre coins de l'Europe. Dans les régions d'Europe où les loups n'ont jamais été éradiqués, comme en Italie, en Espagne ou en Grèce, ils ne posent pas trop de problèmes. Les gens savent comment coexister avec eux et ils n'en ont pas réellement peur. Mais dans les pays où les loups ont été exterminés puis sont réapparus, tels que la France ou l'Allemagne, on ne sait plus comment coexister avec eux. Tout ce qui reste du rapport entretenu pendant des siècles avec les loups, c'est de la crainte, des contes et des légendes. Le petit chaperon rouge illustre parfaitement ces peurs. En France, comme en Allemagne, les hommes doivent apprendre à se débarrasser de leur peur des loups. La tâche est plus aisée dans l'est de la Pologne, où l'espèce ne s'est jamais éteinte, les vastes forêts offrant d'immenses refuges naturels pour les loups. Aujourd'hui, 33 bandes se sont établies dans l'ouest du pays et forment avec leurs congénères d'Allemagne la population de loups d'Europe centrale. La population la plus importante du continent est celle des Balkans, qui rassemble environ 5000 bêtes. La Slovénie à elle seule abrite 11 meutes. C'est de là que vient notre troisième grand voyageur, Slavko. De nombreuses espèces animales, autrefois répandues dans toute l'Europe, ont survécu dans les paysages karstiques slovènes. Le loup côtoie ici un autre puissant prédateur, l'ours brun, qui lui dispute parfois ses proies. Le loup tente en vain de protéger son sanglier. Un simple coup de patte de son rival peut le tuer. Cette scène pourrait se dérouler dans la nature sauvage. Ici, toutefois, il s'agit de Brumi, l'ours brun, et de Tsami, le loup, deux animaux apprivoisés par le dresseur hongrois Zoltán Orkai, qui les dirige en s'assurant qu'aucun des deux ne court le moindre risque. Hubert Potocznik et Alexandra Maïk s'intéressent aux loups des Alpes dinariques, un massif qui s'étend au nord de Trieste. Pour les compter, ils imitent leur hurlement. Cette nuit, les loups ne répondent pas.
Les hurlements des loups sont audibles à plus de 4 km de distance. Ils s'en servent pour délimiter leur territoire, protéger leurs ressources, leurs proies, leurs petits, et ainsi de suite. Hubert Potocznik compte régulièrement les loups de la région. Actuellement, 11 meutes sont établies dans les Dinarides, ce qui ne fait pas le bonheur de tout le monde. Les moutons de Slobodan Shankar font l'objet de fréquentes attaques. Combien de bêtes ont-elles été tuées ces dernières années? 20. 20? Quand les loups chassent en meute, on ne peut rien faire. Ils tuent les moutons et ils s'en vont. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut-il éliminer les loups? Non. Ils font partie de la nature. Hubert ne cesse d'encourager les éleveurs slovènes à mieux sécuriser leurs troupeaux. Par ailleurs, il contrôle le nombre de loups qui élèvent leurs petits à l'abri dans des grottes. C'est un paysage karstique typique, avec des crevasses, des cavernes et des grottes. Il y en a partout. Et c'est aussi un paysage assez peu praticable pour l'homme. Le biologiste cherche une tanière qu'il a découverte en 2010. C'est ici, dans cette tanière, qu'est né Slavko. Je vais aller voir à l'intérieur. J'y vais doucement parce qu'il y a de l'eau et c'est très étroit. Il y avait une portée de louveteaux ici en 2010. C'était la portée de Slavko. Quand on est arrivé, il ne restait plus que le cadavre d'un louveteau de 6 ou 7 semaines. La dépouille est minutieusement examinée. Les tests génétiques montreront qu'il s'agissait d'un frère de Slavko. Un an plus tard, en juillet 2011, les spécialistes slovènes réussissent à attraper le jeune Slavko et à l'anesthésier. C'est ici que nous avons capturé Slavko. C'était un jeune mâle déjà imposant, grand et lourd. Il pesait 40 kilos. Après avoir procédé à un bilan de santé, les biologistes équipent le jeune loup d'un collier émetteur afin d'étudier son schéma de déplacement. Grâce à ce collier, nous avons pu suivre le louveteau. L'appareil transmet toutes les 3 heures les coordonnées du lieu où se trouve l'animal. Nous avions donc 7 à 8 indications de lieu par jour. C'était vraiment passionnant de suivre les déplacements de ce loup. Mais le plus fascinant, ça a été quand Slavko, en plein hiver, le 19 décembre exactement, a quitté sa bande pour partir à l'aventure, en quête d'une femelle pour s'accoupler et d'un territoire bien à lui. Tournant le dos à ses montagnes natales, Slavko s'élance vers le nord. Pourquoi choisit-il cette direction? Nul ne le sait. Les données envoyées à l'époque par le collier émetteur permettent aux biologistes de marcher sur les traces du loup pour retracer son épopée. Les coordonnées GPS indiquent que Slavko a erré quelques jours dans les Alpes dinariques.
Ensuite, premier défi à relever. La traversée de l'autoroute Trieste-Ljubljana. Slavko a probablement déjà un peu d'expérience en matière de grands axes routiers, car plusieurs autoroutes traversent son territoire natal. Neuf jours plus tard, le 28 décembre 2011, Slavko arrive à l'aéroport de Ljubljana. Hubert se rend sur le terrain qui jouxte la piste de décollage. Voilà. Nous sommes à l'endroit précis où Slavko s'est retrouvé bloqué. Après 3 jours de halte dans une forêt proche d'ici, où il a chassé et mangé 2 renards, il a poursuivi sa route jusqu'à cette clôture. Pourquoi allait-il dans cette direction? Aucune idée. Slavko fait alors demi-tour et s'en va dans les Karavanke, un massif à cheval sur la Slovénie et l'Autriche. Au cœur de l'hiver, il franchit un col de plus de 2000 mètres. Et l'hiver est rude. Le sol est recouvert d'un épais manteau neigeux qui atteint 6 mètres par endroits. Notre grand voyageur avance si vite qu'il pénètre sans cesse dans de nouveaux territoires. Fin décembre, Slavko est confronté à un nouvel obstacle. La rivière Drau en Autriche. Dans son territoire natal, qui était un paysage karstique, il n'a jamais vu de cours d'eau comme ça. Une rivière d'une telle largeur était quelque chose de très nouveau pour lui. Et c'était un immense défi que de la traverser. La nuit du 31 décembre, Slavko se jette à l'eau. À cet endroit-là, la Drau mesure 280 mètres de largeur. Après cette aventure, le loup arrive à hauteur de Klagenfurt, où il fait une expérience certainement des plus effrayantes. L'ouïe des loups est 2 fois plus fine que la nôtre. Et les pétarades des feux d'artifice du Nouvel An ont dû être un véritable cauchemar pour Slavko. L'animal a poursuivi en toute hâte son périple vers le nord. Nous avons eu de la chance que Slavko entame sa migration. Nous avons rarement l'occasion de suivre à la trace un loup à travers des paysages modelés et dominés par l'homme. De son côté, Alon traverse un environnement nettement plus paisible à l'été 2009, lorsqu'il sillonne la forêt primaire d'Augustów, dans le nord-est de la Pologne. Plusieurs meutes de loups appartenant à la population balte y vivent déjà à l'époque. Aujourd'hui, on en recense 10. Il est fort probable qu'Alon soit entré en contact avec elles. À la fin de l'été, les louveteaux âgés d'environ 1 an quittent la meute. À mesure qu'ils s'émancipent, ils entreprennent des voyages de plus en plus longs, jusqu'à partir définitivement en quête d'un nouveau territoire. Rares sont toutefois ceux qui, comme Alan, se lancent dans des migrations aussi longues. Voilà maintenant 7 semaines qu'il est dans cette région boisée qui s'étend à la fois sur la Pologne, la Lituanie et la Biélorussie. Et ce n'est pas sans danger pour le jeune mâle. Car si les loups sont protégés en Pologne depuis 1998, ils peuvent encore être chassés en Lituanie et en Biélorussie.
Adam Kolator, garde forestier de la forêt primaire d'Augustów, s'efforce de repérer les empreintes de loup. Ici, il y avait un petit point d'eau. Cette année, il s'est asséché et il n'en reste qu'une grosse flaque de boue. On y distingue nettement des empreintes de sangliers, de cerfs, d'élands, mais aussi de loups. Adam est favorable à la chasse au loup. Il en a d'ailleurs abattu 2 sur le sol biélorusse. Et il voit d'un mauvais œil la protection de l'espèce en territoire polonais. Je pense qu'on devrait pouvoir chasser le loup comme on chasse le gibier, tout au moins chez nous, dans le cadre d'une chasse contrôlée et donc limitée. Ici, ce n'est pas comme dans les régions où les loups sont très rares et où ils doivent être protégés. L'espèce n'a jamais totalement disparu de cette forêt. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi ça arriverait maintenant. Pour le garde forestier, le loup est un prédateur qu'il faut tenir en échec. Cette idée est illustrée par une légende de la mythologie nordique. La géante Angreboda et le dieu Loki eurent pour fils un loup appelé Fenris. Selon une prophétie, l'animal était destiné à devenir un puissant démon qui ravagerait la terre. Tyr, divinité de la guerre, le fit donc entrer au royaume des dieux. Fenris grandissait de jour en jour. Apeurés, les dieux l'enchaînèrent en lui présentant cela comme un jeu. Mais le loup parvint à se libérer. Après plusieurs autres tentatives infructueuses pour l'enchaîner, il fut demandé aux elfes de fabriquer un lien magique. Pour ce faire, ils mélangèrent des tendons d'ours, du souffle de poisson, de la barbe de femme, de la salive d'oiseau, des bruits de pas de chat et des racines de montagne. Sûr de sa force, Fenris se laissa attacher, mais seulement après que Tyr ait placé sa main droite dans la gueule du loup, en gage de confiance. Quand Fenris, le démon, se rendit compte qu'il ne pouvait se libérer, il arracha la main du dieu de la guerre. Mais les dieux étaient sauvés. Longtemps, Fenris resta ainsi prisonnier, une épée dans la gueule pour l'empêcher de mordre tous ceux qui l'approchaient. Mais on ne déjoue pas une prophétie. Le démon finit par briser ses liens et triompher des dieux. Il dévora Odin le Père, le jour du Ragnarök, le crépuscule des dieux. Pour les biologistes, il s'agit de rassembler le plus d'informations possible sur les loups afin de mieux apprécier et comprendre leur comportement. Fin août 2009, Alan traverse la frontière lituanienne. Peu après, il se retrouve face à la rocade de Vilnius, la capitale. Nous savons où nous sommes et ce qu'il y a dans telle ou telle direction. Le pauvre Alan, lui, a continué par là-bas un moment, puis s'est cru sauvé en pénétrant dans cette forêt. Dans la nuit du 2 septembre, Alan se dirige droit vers le centre-ville. Percevant de plus en plus fort les bruits de la civilisation, il finit par flairer la menace. Quand il comprend son erreur, il fait volte-face et met le cap vers le sud-est. Il a fait 30 km dans cette direction, puis a bifurqué vers la Biélorussie. Le lendemain matin, Ilka se rend à la frontière biélorusse, aux confins de l'Union européenne. Elle arrive dans une zone rurale hérissée de tours de guet. Ici, on ne craint pas le loup, mais l'immigration clandestine. La biologiste retrouve 2 écologistes engagés dans la protection du loup en Lituanie. Hi. Hi there. Hi. Ilka. Ilka from Germany. Le trio, accompagné d'un garde-frontière lituanien, se rend à l'endroit exact où Alan a pénétré en terrain dangereux. Nous savons que la Biélorussie a éliminé bon nombre de loups.
Il y a quelques années, il y en avait encore dans les 2000. Actuellement, on pense qu'ils ne sont plus qu'environ 600 dans le pays. Ilka est à 1500 km à l'est de la zone militaire de Lusace, où elle a équipé Alan d'un collier émetteur en 2009. Et la voici sur le lieu où sa trace s'est perdue. Alan était ici juste avant que nous le perdions. Il est ensuite passé du côté biélorusse où il est resté encore au moins 6 semaines. Après quoi, son collier s'est détaché et nous avons perdu sa trace. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé, ni s'il est encore en vie ou non. Mais nous voulons voir à quoi ressemble le site où il a séjourné pendant 6 semaines. Le problème, c'est qu'il était du côté biélorusse et qu'on nous a bien fait comprendre qu'il n'était pas possible de s'aventurer de l'autre côté de la frontière. Le 12 octobre 2009, le collier d'Alan cesse d'émettre des signaux. Jusqu'à aujourd'hui, on ignore ce qu'il est advenu du jeune loup. Pendant les 66 jours où il a été suivi, Alan a traversé la Pologne et la Lituanie au fil d'une expédition qui l'a mené de la Lusace à la Biélorussie. En Europe, aucun autre loup muni d'un collier émetteur n'a parcouru une telle distance. On ne peut pas savoir combien de loups vont entreprendre un long périple, ni prédire quel membre d'une meute va la quitter. Ce sont généralement des individus assez jeunes, mais tous les jeunes ne quittent pas leur bande. Grâce au collier GPS, on a plus d'informations sur ces voyages au long cours, qui ont une importance cruciale, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que ces loups voyageurs assurent le brassage génétique entre les 10 principales populations de loups d'Europe. Et la seconde, c'est qu'ils peuvent recoloniser de nouvelles régions, comme l'Europe centrale. Slavko est la preuve vivante que les grands voyageurs contribuent au brassage génétique entre différentes populations de loups. Lui-même, issu du groupe des Balkans, est venu jusque sur le territoire des loups alpins. En décembre 2011, il a remonté toute la Slovénie, puis le sud de l'Autriche, contournant Klagenfurt pour filer vers le nord avant de réorienter sa trajectoire vers l'ouest. Le 17 janvier 2012, ses coordonnées GPS le situent près de Spital, sur les hauteurs enneigées des Hohe Tauern. Pourquoi Slavko choisit-il de passer un col de 2600 mètres au mois de janvier dans ces contrées glaciales ? Onze jours plus tard, Slavko se heurte à un nouvel obstacle. Les gorges de la Schwarzach, profondément creusées dans les montagnes de Deferregen. Voici le versant où le loup est resté bloqué. Il a essayé de descendre à plusieurs reprises, mais la pente était trop abrupte. Il a tenté de surmonter cet obstacle pendant 3 jours, puis a décidé de battre en retraite et de chercher un nouvel itinéraire par le sud. Slavko est toujours déterminé à franchir les Alpes. Il traverse à présent les montagnes en direction de l'Italie.
Plus ils montent en altitude, plus ils peinent à se procurer de la nourriture. Quelques jours plus tard, il rejoint Dobbiaco en Italie. Il tombe alors sur des cerfs et des chevreuils enfermés dans un enclos. Une aubaine pour le loup affamé, car ce gibier en captivité attire des congénères qui, eux, sont en liberté de l'autre côté de la clôture. En sortant du bois, Slavko débouche sur une piste de ski où il provoque l'émoi. Hubert inspecte le site en question avec un garde forestier. Les données GPS indiquent que le loup se met en chasse le 5 février 2012, à proximité du parc à gibier, au beau milieu du domaine skiable. À la poursuite d'une proie, il s'est aventuré tout près des pistes. Dans la nuit du 4 au 5 février, Slavko a tué un chevreuil à côté d'une piste, à une vingtaine de mètres seulement. Cette piste a fait la une de la presse locale en 2012. Walter Niederkoffler s'en souvient encore très bien. Je lève les yeux vers la piste pour voir si les canons à neige fonctionnent et j'aperçois un animal qui sort du bois. Je l'ai pris pour un chien. Il trottait en remontant la piste en direction du télésiège. Un peu plus tard, je suis revenu avec les enfants, à qui je donnais une leçon de ski. Et tout à coup, je les entends s'écrier « C'est plein de sang là-bas, il y a un chevreuil mort !» On est allé voir, et en effet, un chevreuil à moitié dévoré, entouré d'une mare de sang, gisait dans la neige. J'ai pensé au chien, mais plus tard, on a appris que c'était l'œuvre d'un loup. Depuis quelque temps, la population autrichienne suit de près les pérégrinations de Slavko. La presse relaie ces différentes étapes pour le bonheur des lecteurs. Les journalistes s'en donnent à cœur joie avec des titres tels que « Le voyageur solitaire cherche le grand amour ». Le loup semble bénéficier depuis longtemps de la sympathie des Italiens. L'une des plus célèbres légendes européennes ayant un loup pour héros se déroule dans le Latium. C'est l'histoire de Romulus et Rémus. Sur l'ordre du roi Amulius, ces deux nourrissons devaient être jetés dans le Tibre afin qu'ils ne puissent le détrôner plus tard. Mais les frères jumeaux, abandonnés dans un panier sur le fleuve, échappent à la noyade. À peine sortis des flots, les voici cependant face à une nouvelle menace. Dans les roseaux rôde une louve. Mais la louve prend les nouveau-nés sous son aile et se met à les allaiter. Plus tard, les jumeaux fonderont Rome, dont Romulus deviendra le premier roi. Slavko a laissé les Alpes derrière lui. En mars 2012, il est dans la région viticole où l'on produit le Valpolicella. Il traverse champs et vignobles et croise quelques congénères. Le printemps approche à grands pas. Il est grand temps pour lui de trouver une femelle pour s'accoupler. Contrairement aux chiennes, les louves n'ont pas deux, mais une seule période de chaleur par an, de janvier à mars. Et ce n'est pas là l'unique problème que Slavko doit affronter. Il est resté ici pendant 11 jours. Nous avons compris pourquoi en voyant cette clôture. Il y avait 3 loups de l'autre côté, dans le parc animalier. 2 mâles et une femelle. Il a probablement essayé d'entrer en contact avec eux, et surtout avec la femelle, car la saison des amours touchait à sa fin. Mais il n'a pas dû réussir à franchir la clôture. Alors finalement,
Il a repris sa route vers le nord. Slavko cherche encore une femelle et un territoire à lui quand il arrive dans le parc naturel régional de la Lessigna, au-dessus de Vérone, en mars 2012. Hubert y rencontre Fulvio Valbusa, l'ancien champion du monde italien de ski de fond, qui travaille désormais comme inspecteur des eaux et forêts. En février 2012, Fulvio a découvert une proie dévorée par un loup. C'est ici que j'ai retrouvé une carcasse de chèvre, tout près du restaurant. Alors on a pris notre piège photographique et on l'a positionné là-bas, de manière à filmer la zone autour de la chèvre. Ici. Et on l'a orienté pile sur la carcasse. 10 jours plus tard, un loup est apparu à l'image. On n'en revenait pas. Mais si, c'était bien un loup. Cette image prouve que Slavko n'est pas le seul à avoir rejoint le parc naturel régional de la Lessigna. Un autre loup a dû entreprendre un long périple pour atteindre cette contrée où l'espèce avait disparu depuis une centaine d'années. Le plateau des monts Lessignes, perché à 1500 mètres d'altitude et entrecoupé de profondes vallées, constitue un habitat idéal pour les loups. Il est quasiment inhabité et les proies y abondent. Fulvio veut montrer à Hubert l'endroit où, en avril 2012, il a fait une rencontre impromptue avec Slavko. Et l'animal n'était pas seul. J'étais ici quand j'ai vu le loup sortir, bientôt suivi d'un autre. D'abord Slavko, puis Giulia, une louve. On n'en revenait pas. J'ai saisi mes jumelles et je me suis écrié « C'est Slavko et Giulia !» Je me suis dépêché de prendre l'appareil photo et clic, clic, clic. Vous avez été les premiers à les voir ensemble. Oui. Nous nous doutions que les loups de Slovénie et les loups des Alpes occidentales finiraient un jour ou l'autre par se rencontrer quelque part à mi-chemin. Mais nous ne pensions pas que ça arriverait si vite. C'est donc tout à fait passionnant de voir la première portée de Slavko et Giulia sur les monts Lessignes. Cependant, nous savions déjà qu'ils s'y trouvaient tous les deux. Comment ? Pour Slavko, c'est simple. Nous avions des données GPS. Et pour Giulia, nous avons utilisé différentes techniques d'analyse génétique à partir des excréments et des poils dont nous avons extrait l'ADN. Il s'est avéré que cet ADN avait des particularités propres aux femelles des Alpes occidentales. En réunissant toutes les données, les biologistes concluent qu'en 2011, la louve baptisée Giulia a quitté la bande où elle était née à la frontière franco-italienne. Elle a traversé le Piémont et la plaine du Pô en filant vers l'est jusqu'à arriver dans le parc naturel de la Lessigna. Elle a rencontré Slavko en avril 2012. Ils ont délimité un territoire ensemble et se sont accouplés. Un loup et une louve dressée se sont glissés dans la peau de Slavko et Giulia pour illustrer cette histoire extraordinaire. Les scientifiques ont apporté la preuve que les différentes populations de loups d'Europe
entraient en contact les unes avec les autres grâce aux migrations d'individus isolés qui assurent ainsi un brassage génétique. Peu de temps après, Julia et Slavko ont eu des petits. Ils se sont installés dans une zone boisée relativement isolée du parc régional. Des images filmées en 2013 révèlent que Julia attend déjà une seconde portée. Aujourd'hui, le parc de la Lessigna est à nouveau peuplé par les loups. Ils ne se font pas que des amis, notamment lorsqu'ils attaquent des animaux d'élevage. Mais si certains souhaitent leur éradication, d'autres continuent à se battre pour le retour des loups. Je suis un fervent défenseur de la nature et je me suis engagé toute ma vie pour la protection des loups. Mais je ne suis pas comme ces extrémistes qui pensent qu'il faut protéger absolument tous les loups. Moi, je suis favorable à un écrémage partiel lorsqu'une population cause vraiment trop de problèmes ou constitue une trop grande menace. Je pense que c'est la recette de la coexistence. Une coexistence à long terme exige des compromis. Et qui dit compromis dit que les deux parties doivent renoncer à quelque chose. Les humains doivent accepter de subir quelques pertes et les loups que l'on tue quelques-uns d'entre eux de temps en temps. Ce n'est pas la fin du monde. Je crois que c'est une solution viable. Les loups repeuplent rapidement l'Europe centrale. Après avoir disparu pendant près d'un siècle, ils réapparaissent et se multiplient à nouveau dans de nombreuses régions. Et les populations isolées qui parsèment le continent se mélangent de plus en plus souvent. Ainsi, les loups se réapproprient un habitat qui leur appartient autant qu'à nous.